Mesdames et messieurs, bonsoir. Eh bien, écoutez, ravi de vous retrouver ce soir à l'occasion de cet entretien, cette rencontre avec Victor Anisset, qui poursuit une série d'entretiens d'artistes, de rencontres d'artistes déjà entreprises avant le Covid, avec une interruption pendant le Covid et puis une reprise après. Et donc là, je crois, si mes souvenirs sont bons, que c'est le 6e entretien que nous allons réaliser ce soir. Donc je remercie Victor d'avoir accepté cette invitation, et puis je vous remercie d'être là ce soir, aussi nombreux. Je vois que Victor est venu avec son fan club, et c'est très très bien, bravo. Alors le processus demeure le même, c'est-à-dire que j'ai soumis à Victor un certain nombre de questions, et vous le connaissez. Je ne sais pas s'il va pouvoir répondre à toutes les questions, parce qu'il prend du temps des fois pour répondre, mais bon, on va voir. Et l'objectif, c'est de terminer cet entretien vers 19h30 pour que nous ayons une demi-heure de discussion avec le public, qui nous permettra donc d'échanger en approfondissant peut-être certains aspects ou en évoquant des aspects qui n'auront pas été abordés. Voilà, donc Victor a prévu quelques images que je vous présenterai quand il me fera signe, parce que c'est moi qui vais faire ce travail à partir de mon ordinateur. Et puis voilà, encore une précision. Donc cette discussion va être enregistrée, et donc une captation qui sera disponible d'ici quelques temps, pas très longtemps d'ailleurs, sur YouTube. Donc vous pourrez réécouter autant de fois que vous le souhaiterez, eh bien, cet entretien de ce soir. Voilà, donc on a chacun un micro, et on va débuter donc cette rencontre. Alors, on va peut-être commencer par la période de l'enfance de Victor, une période assez exceptionnelle, puisque dès son enfance, eh bien, il est immergé dans le monde de l'art, et plus précisément, il est immergé eh bien, dans les poteries amérindiennes. Et donc, ma première question est celle-ci. Si tu veux bien, Victor, nous expliquer quelles sont les circonstances qui ont fait que tu as été en contact déjà avec le père Pinchon et qui t'a initié dès le plus jeune âge, eh bien, à l'art amérindien. Bien, bonsoir et vraiment merci d'être là, vous m'encouragez. Oui, mais c'est important, les amis, parce que vous êtes tous des amis, plus ou moins, à des degrés différents, mais des amis. Et je suis très 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 content, même je peux vous dire ému, de voir tous ces amis qu'on croise à droite à gauche, et puis voilà, ce soir. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, et ce n'est pas pour, j'ai l'habitude de dire, pour pleurer dans les chaumières, mais je vais vous dire exactement ce que j'ai vécu. Mais ne pleurez pas, vous pouvez rire, mais pas pleurer. Voilà, je suis d'une famille nombreuse de 8 enfants. J'avais un père pêcheur, et ma mère qui élevait les 8 enfants. Et ce qui se passe en général, c'est que à l'âge de 9 ans, papa meurt et maman est obligée d'élever les 8 enfants. Dans une maison de 2 pièces. Et 2 pièces, c'est-à-dire une chambre, la chambre des parents, et le reste de la maison pour les enfants où on dormait le soir, à même le plancher.
ce n'est pas simplement des Amérindiens au début. C'est après que j'ai analysé, je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé. On se couchait le soir, et les 8 enfants, on était les uns contre les autres, sauf que, ce que me disent mes aînés, et c'est pas très gentil, mais ils disaient tu es un emmerdeur. Parce que tout le monde se couchait en fusil, et toi, tu avais toujours les mains sur la tête, et tu prenais 2 places. Et tu regardais, on ne savait pas quoi. Mais en fait, je me suis rendu compte, longtemps après, que dans cette maison, il n'y avait pas de peinture, il n'y avait pas de chaise, il y avait une table qui se pliait, qui n'a jamais été dépliée. Jamais. Par contre, il y avait un canapé. Et derrière ce canapé, il y avait une cloison. Une cloison en bois, des planches que papa récupérait sous la mer, en revenant de Miquelon, puis se trouvait dans la mer, des planches, et il essayait de créer une intimité entre la maison et ça. Il a fini par faire une cloison. Mais avec des planches qui avaient vécu, qui avaient une histoire. Je ne savais pas. Mais ma mère, à la mort de mon père, ne se satisfaisait pas de ça. Elle trouvait que c'était pas joli. Peut-être, elle m'a jamais dit pourquoi, mais... Et donc, les journaux qu'on trouvait à l'époque, c'était nous deux, Ciné-Monde, les journaux comme ça, qu'on recevait. Et quand tout le monde avait lu dans la commune, parce qu'il y avait un journal qui faisait le tour de la commune, quand ça revenait, quand c'est ma grande sœur qui ramenait, eh bien, maman découpait et collait sur la cloison en bois. En fait, elle créait une œuvre d'art. C'est un truc, c'est après analyse, hein. Faut être honnête. Même pas quand j'étais au musée de l'homme, en train de travailler sur les Amérindiens, que je me dis, c'est pas croyable. Et quand j'ai eu mon diplôme, je suis revenu en Martinique, j'ai été photographier cette cloison. En fait, tous les éléments de l'art contemporain étaient là. Tout. Déchirure, collage, superposition, contraste de couleurs, contraste de matière, avant, derrière, en intérieur, extérieur, etc., etc., tout y est. Seulement, pour aller vite, c'est que je disais à maman, quand je suis revenu, je dis, mais maman, pourquoi il y a des trous, il y a des parties déchirées sous la cloison? Elle riait. Je dis, oui, mais tu ne me réponds pas. Enfin, à force de... Elle était assez extraordinaire. À force de... Elle me dit, d'après les autres, on n'a pas été laissé mon oncle Cabo. Donc, quand il y avait des baisers, elle déchirait. Elle enlevait les baisers, puis elle faisait. Mais ça allait beaucoup plus en ce que mes frères me disent, ah, c'est pas possible, Victor. Je dis si. Et j'essayais de créer une autre histoire. Et mes frères disent, tu nous embêtes avec ça. Je dis, non, il manque quelque chose. Et j'imaginais des trucs, tout le temps, mes frères et sœurs, tout le temps. Et ils me disaient, tu mens, c'est pas vrai, il n'y avait rien là. Mais si je te dis que maman me dit, en fait, il partait nous qu'à garder mon cabot. Hein? Et ça, c'est quand même une démarche. Et quand tu vois que dans l'art contemporain, c'est toute la démarche. Tout est là, tout est dit. Mais, je ne sais pas, tu dors, tu es enfant, tu regardes, mais tu ne sais pas, mais on s'en éprègne. Et quand je fais des DSQ, des développements sociaux de quartier, et comme ça, j'essaie de faire expliquer aux enfants de rester dans votre environnement. Dans votre environnement immédiat, il y a tout. Tout est là. Que ce soit à Foncapo, que ce soit au Mongomi, à Dominante, quels que soient les quartiers, je disais, faites attention, restez dans votre... N'allez pas plus loin. Vous voyez? Et tout est dit. Et il se passe qu'à 9 ans, papa meurt, et maman va travailler sur une habitation qui s'appelle l'habitation du Haut-Mont. Cette habitation, c'est une habitation particulière parce qu'il n'y a pas de Rouskaznek. À 4h30, tout le monde s'en va. Et
un jour, maman me dit, et monsieur Rénal, et dis-moi que on ne peut pas élever 8 petits mamans, comme ça, bébé. Et bah, mon petit à là. Et j'ai vécu sous l'habitation avec François Rénal, en tête à tête. À 4h30 sur le monde du silence de l'habitation. Toute la journée, vous avez les ouvriers, les gens qui crient, les chats, qui parlent. Et puis quand tout part, tu as le silence. Il reste 4 personnes sur l'habitation. Le géreur, Gandisson, là, c'est sur lui, on ne sait pas, mais on l'appelait Maurice Godillot parce qu'il était à l'armée. On lui a donné des godillots et il paraît qu'il dormait avec des godillots. Tellement qu'il était content d'avoir des chaussures. Mais en parlant de ça, c'est que moi, à 14 ans, la première fois que je mets des chaussures, j'étais enfant de cœur. J'étais sérieux, hein. J'étais enfant de cœur. Et la première fois que je mets des chaussures, c'est pour aller passer mon examen à Fort-de-France à l'école des arts appliqués. On allait à la messe pieds nus, on allait partout pieds nus, sur notre terre, on marchait pieds nus tout le temps. Vous comprenez? Et donc, Maurice Godillot, pas tes qu'à tirer sous les pieds, t'es qu'à dormir, et puis. Et donc, vous avez tout ce monde. Je ne vais pas vous expliquer la vie de l'habitation, mais quand vous vivez tout ça, arrive un jour le père Péchon. Le père Péchon, qui est prof au séminaire collège, amateur archéologue, mais je connais toute l'habitation. Il n'y a pas de chemin. Et M. Rénal me dit, menez l'adoration. Et moi, ça me dit des bails là. Menez le massé, menez la baignoire. Et c'est comme ça, petit à petit, j'ai accompagné le père Pessoa. Je dis, mais père, vous cherchez de l'or? Il m'a dit, non. Je dis, alors, qu'est-ce que c'est quoi ça? Et c'est là qu'il m'explique. Il me dit, c'est de l'or rouge. En parabole, en labé. Alors, c'est en parabole. Alors, et je demande à M. Léna, il me dit, maman dit, mais c'est l'abbé, hein? On dit, il dit, moi, c'est l'or rouge. Il dit, non, on dit, Victor, c'est de la terre rouge. Et Péchon m'explique que tu peux devenir riche. Je me rappelle ça, je me rappelle bien de ça. Tu peux vivre de ça, ça peut être un métier. Et donc, le soir, je l'aidais à ranger les poteries, ces deux trucs. Et c'est comme ça que je suis rentré, je suis tombé comme dans ce bol-là de l'archéologie amérindienne. Voilà. Et ça m'a dit une chose. Et je n'ai jamais arrêté, les amis. Jamais. Jamais. Et quand il m'a dit ça, je me suis présenté. Je ne vous raconte pas le reste parce qu'il y a d'autres anecdotes, on n'aura pas beaucoup de temps. Mais je me retrouve à l'école des arts appliqués de Fort-de-France, un concours pour entrer. J'ai été sélectionné parmi les 5 enfants. Vous connaissez ceux qui sont en Martinique, quand on sélectionnait 5 enfants dans chaque commune pour aller passer le concours pour entrer en 6e au lycée Chelcher. Moi, je faisais partie des 5. Je n'ai pas de famille à Fort-de-France. Ma mère, on est à 46 km. Mes parents, non. Ma mère, on avait l'argent, elle ne peut pas. Et je descends le jour où j'arrive, et le lycée est fermé, c'est trop tard. La dictée est commencée. Je suis remonté au Marigot. Heureusement. Heureusement, c'est fantastique. On analyse après. Heureusement. Et mon épouse qui est là me dit, je lui explique ça, elle me dit, mais qu'est-ce que tu as à te plaindre? Tu t'en rends pas compte si tu es entré au lycée, tu es devenu un mauvais médecin, un mauvais dentiste. Tu veux faire de l'art dans la bouche des gens. Qu'est-ce que tu racontes? Et à ce moment-là, je vais analyser. Et donc, je me retrouve à l'école des arts appliqués. Mais il faut savoir que l'école des arts appliqués se trouvait, était mitoyen au lycée Chelcher. Tu vois, c'était mitoyen. Et donc, il y a une petite porte simplement pour aller de l'école des arts appliqués au lycée. Et donc, je suis à l'école en 1952. Et j'arrive, le directeur, c'est M. Gutmann. Je profite, je suis désolé, je profite pour rendre un hommage à Mme Lina Delaïde qui vient de mourir à 101 ans. Et si je suis là en train de vous parler, c'est grâce à elle. Elle était surveillante générale de l'école. Elle m'a adopté comme son enfant. Et elle m'a suivi tout le long de mon parcours.
jusqu'à sa mort, j'ai pas voulu l'avoir à la fin de sa vie. Donc, je suis arrivé à l'école et M. Gutmann me reçoit. Mais les amis, je vous ai dit que ma mère n'a pas d'argent. Je suis resté 4 ans dans cette école. Et M. Gutmann me dit, voilà, Anissé, tu es un de mes meilleurs éléments. Tu as ton diplôme, mais je ne peux pas te donner une bourse pour aller faire tes études. Donc ta bourse, je vais donner à quelqu'un d'autre. Et il a donné ma bourse à quelqu'un d'autre qui n'a rien fait de cette bourse. Je le connais. Il n'a rien fait. Oui, il avait quoi? Il fallait qu'il dise non. Il lui refusait. Bon, ça tombait bien. Donc, il a sa bourse et moi, il me dit, tu vas rester 1 année en plus à l'école. Et puis, on va voir ça l'année prochaine. On va faire de l'argent. Il me dit, mais Anissé, tu arrives en 52 dans mon école. En 1952. On est en 1956. 4 ans après, quand tu es arrivé, tu avais un petit short kaki sous toi. Ta maman a fait un petit short kaki pour toi, c'est vrai? Je dis, oui, monsieur le directeur. Et je dis, mais c'est 2. Et 2, je l'avais le soir à l'internat. Ouais, mais... Oh, il a commencé à rire. Et je dis, non, c'est 2, monsieur le directeur. Ah, c'est très bien. Mais je n'ai jamais vu tes parents. Je dis, mais vous ne pouvez pas voir mes parents. 4 ans, personne n'est jamais venu voir mes notes, quoi que ce soit. Elle me dit, mais tu es terrible. Mais je ne vais pas t'envoyer à l'abattoir à Paris. Tu restes 1 année, je vais te préparer. En effet, l'année d'après, il me trouve une bourse, 100 francs par an, moi, qui n'arrivait jamais. Oui, parce que moi, 100 francs par mois, qu'est-ce que vous voulez avec ça? 150 € actuels. Mais c'était la bourse qu'on avait. C'était cet argent. On devait se débrouiller. Et pendant 10 ans, j'ai vécu avec 100 francs par mois. Hypothétique, parce que on me mettait dehors des chambres que je louais. Quand j'arrivais, et puis une dame à Levallois-Perret, une dame très gentille, mais elle me dit, tes affaires sont là. Alors toutes mes affaires étaient près de truc de concierge. Alors je dis, ouais, il faut que j'aille. Il dit, non, tout est là. Il y a déjà quelqu'un dans ta chambre. Tu prends tes affaires, tout est là. Alors je prenais une partie, j'allais à la gare du Nord, je mettais en consigne. Et puis je revenais, et puis je marchais les bois, Valent, tout ça, et puis je cherchais un endroit pour dormir. Je ne vous raconte pas. Et donc c'est cette vie-là. Seulement, et Gutmann, je suis obligé de vous raconter, parce que mon épouse, ce problème, me reproche ça souvent. Il y a une histoire terrible, même si on va gagner sur autre chose. C'est pas grave. Hein? Et parce que il faut savoir ça. En 56, je suis diplômé. Pour la rentrée scolaire 57, arrive en Martinique une dame qui s'appelle Yvette Jagère. Madame Yvette Jagère vient de sortir de l'Ansette, elle a 27 ans. C'est la première fois qu'elle enseigne. Elle vient à la Martinique. Une jeune dame. Et M. Gutmann me dit, tu vois, tu vas être au service de cette dame. Il faut l'amener en ville, parce qu'elle ne connaît pas chez les UNIDAS, il faut acheter du matériel, etc. Et je suis à sa disposition. Et cette dame-là me fait une bonne passion. Dès qu'elle a eu sa prime, hein, c'est ça qu'il me raconte, elle a eu sa prime, elle a acheté une petite Vespa, et puis moi j'étais derrière avec mes grandes jambes, et on allait à Fort-de-France chercher. Et un jour, elle me dit, voilà Victor, j'ai écrit à mes parents, qui sont à Sarcelles, en Seine-et-Oise, ils vont te servir de correspondant. Ils acceptent de servir de correspondant. J'ai 2 frères, des frères jumeaux, qui sont au 1er étage, et tu vas dormir dans ma chambre, chez mes parents. Je vous dis ça même maintenant, je frissonne. Et je dis, madame, elle me dit, non, on va s'occuper de toi. On va s'occuper de toi. Tu as un bon élément, tout ça, et on va. Et donc, j'arrive à Paris, je ne vous raconte pas Yopinia. Yopinia, c'est là qu'il y a une rupture de nourriture.
Et Opigna, c'est un bateau italien. J'étais en 4e classe. On était 3 dans la cabine. 2 étaient morts tous les jours. Et Opigna, pâte midi, pâte matin, pâte midi, pâte le soir. Pâte matin, midi, soir. Salé, sucré, tout ce qu'on voulait. Pâte. C'est la rupture. Pas ni fruits à pain, pas ni patate, pas ni... Non, pâte. Pendant 13 jours. Vous comprenez? Et c'est ça qui est important. Moi, je ne parle pas pour les jeunes, mais il faut bien qu'ils comprennent bien. Vous savez, les élèves qui sont au lycée à Saint-Pierre, ils en ont presque assez avec moi, parce que je leur dis, là, ne venez pas pleurnicher pour moi. Ne dites pas, je vous ai dit, je ne marche pas. Et donc, et je fais le voyage, j'arrive. On me dit, Yvette me dit, c'est mon parrain qui viendra te chercher à la gare Saint-Lazare. Mets-toi sous l'horloge de la gare Saint-Lazare et ne parle à personne. Ne parle surtout à personne. Tu as ta petite valise, tu as ton carton d'essai. Voilà, la photo de Joe. Mon parrain, c'est ça, Joe Saguato, un monégasque. Alors, moi, j'arrive, et je suis là sous l'horloge. J'attends. Mais Joe m'a oublié. Joe, c'était un majordome du Milon Larcelli, à Paris. C'est une boîte extraordinaire, c'est Michel Arnaud, c'est Gainsbourg, toutes ces séries d'acteurs que j'ai connus, grâce à Joe. Il m'amenait le samedi. Là. Et je ne vois pas Joe. Et il y a un monsieur qui vient vers moi. Il me dit, jeune homme, ça fait longtemps que vous êtes là. Et vous avez un numéro de téléphone, on va venir vous chercher. Je ne réponds pas. Je vous assure, jeune homme, vous n'avez pas, depuis, ça fait longtemps que vous êtes venu. On va avoir une mission. Alors, il insiste, hein, mais c'est devenu inquiétant. Alors, moi, regardez tout partout. Il n'y a presque personne, puisque tous les Antillais sont partis, la gare est vide, presque. Il y a très peu de gens. Et ce monsieur vient, et il s'en va. Il revient. Il revient avec c'est véridique, les amis. Il revient avec un sandwich. Mais pas un bâtard avec du pâté de campagne. Hein. Son sandwich à lui. Il cassait la moitié, il bat la moitié. Et il prend la moitié. Et il a commencé à manger devant moi. Et j'arrive en France sous la générosité. Je ne connais pas le monsieur. Il me dit, je suis le gardien de l'horloge, je vous vois d'en bas depuis le bout, je vous surveille. Quand j'ai eu mon diplôme en 57, je suis retourné à la gare Saint-Lazare. Je cherchais. Il y avait 2 personnes que je cherchais à Paris. Ça m'avait beaucoup aidé. Je cherchais, ça arrivait malheureusement. Et le gardien m'a dit, monsieur, vous arrivez trop tard, et il n'est plus de ce monde. Hein? Mais c'est pour vous dire, il y a des choses comme ça. Et ce monsieur-là, et Joe est arrivé. Et quand Joe est arrivé, il y avait la rue de Maubeuge, et à ce moment, je suis monté. Et voilà. Et donc, je commence mes études aux arts appliqués à l'école des métiers d'art de Paris. Ça va? Ça va, mais je suis obligé de t'interrompre quand même, Victor, parce que on a tellement de choses à voir et à discuter, y compris au niveau des œuvres. Ouais. Donc on a bien compris que dès ta tendre enfance, ta vie fonctionne sur le principe fondamental qui est le principe de la rencontre. Exact. Et ça va se poursuivre après tes études à Paris, lorsque, par exemple, tu vas aller dans le Berry, faire un stage de poterie dans un endroit célèbre déjà à l'époque qui s'appelle la Borne et qui, si mes souvenirs sont bons, je crois, dès le XIIe siècle, exact, était déjà réputé pour ses poteries et ses céramiques. Donc la question c'est, par quel concours de circonstances, une nouvelle fois, tu te trouves à la Borne, qu'est-ce qui se passe, qui tu rencontres, et on va quand même réussir à caser quelques œuvres, qu'est-ce que tu y fais? Mais c'était une des choses à savoir. Nous sommes passés à côté de quelque chose. Mais nous, vous savez, on n'écoute pas les artistes ni les musiciens
des poètes, ça ne les intéresse pas la parole de ces gens. Rapidement quand même, l'école des arts appliqués, il y avait 4 disciplines: menuiserie d'art, bijouterie d'art, couture et céramique, à l'époque. Et vous êtes obligé de passer dans toutes les disciplines, et après, on vous oriente. Comprenez? Et c'était que des gens de bonne volonté. C'était pas des gens sur des piédestals, des gens prétentieux, c'était des gens de bonne volonté qui venaient nous aider, la jeunesse, voulaient nous faire sortir. J'arrive à l'école des métiers d'art, c'est encore plus terrible. Parce que quand j'arrive à l'école des métiers d'art, je suis en section céramique. En section céramique, mais à côté, vous avez vitrail, vous avez restaurateur, vous avez sculpteur, vous avez publiciste, et vous avez toutes les disciplines dans cette école. Moi, c'est une chance inouïe. Donc, comme je suis très curieux de nature, c'est pourquoi je me suis retrouvé dans un atelier de vitrail. Et vous connaissez le résultat. Donc, mais je gagne ma céramique. Et dans cette école, dès la 2e année, il n'y a pas de vacances scolaires. Ça n'existe pas à l'époque. Ça n'existe pas. Les vacances scolaires, c'est des stages. Donc, les stages, je me souviens, dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais, les conditions épouvantables. Et j'ai l'habitude de dire que Zola n'a jamais été par là, parce que ça avait été, il n'aurait pas écrit ça. Tellement c'était épouvantable, terrible, terrible. Parce que moi, je suis descendu dans la mine. Parce que où j'étais en stage, c'était l'épouse d'un docteur Doliac, qui s'occupait des mines. Et il m'a fait descendre dans les mines. Et moi, je vous assure, j'ai même un peu de truc là. J'ai de voir des gens, le travail de ces gens, je dis non, je l'ai arrangé les affaires. C'est pas vrai. Donc, on allait en stage pour étudier. Et dès la 2e année, et comme ça, tous les ans, chaque vacances, on nous envoyait dans des stages. C'est le même principe qu'il y avait aux arts appliqués. Et on a laissé cette école mourir au lycée technique. Vous comprenez? Et maintenant, on fait de l'internat, il paraît, pour les enfants. C'est très bien. Moi, je travaillais à la Tracée, quand je suis revenu aussi, gratuitement, pendant plus de 2 ans, pour les jeunes. Donc, c'est pas ça. Et donc, à ce moment-là, il y a un ancien élève de l'école, M. Yves Mouilly, qui est un céramiste hors pair, un monsieur extraordinaire. Et mon professeur, M. Fouquet, me dit, tu sais, je vais t'envoyer chez le père Mo, à la borne. Mais je te mets en garde. Il n'est pas commode. Il ne rigole pas. Il est sérieux comme un père assis. C'est une toile comme ça. Et s'il te plaît, ne fais pas de bêtises, Anissé. C'est pourquoi je t'envoie. Je n'ai pas envoyé les autres, toi, je t'envoie. Et heureusement, ça arrive. Et on s'entend très bien. Et pendant 7 ans, j'ai été son élève. Dès que j'avais un moment de liberté, j'étais à la borne chez lui pour travailler. Quand il avait une commande, il m'appelait, je montais l'aider. C'est là que j'ai tout appris. Tout appris. C'est un potier zen. Un potier zen qui a élevé ses enfants, ses 3 enfants, dont une est médecin et l'autre est architecte, dans des conditions terribles. Mon épouse a vécu ça. On s'est mariés en France, on a été les voir. Eh bien, il a dû rallumer, ça veut dire, en mois de juillet, tellement il faisait froid, et elle, on était obligé de repartir, c'est pour vous dire. Mais c'était un monsieur qui m'appréciait beaucoup, et tout comme ça. Donc, à la bande, il y avait 30 potiers. 30 potiers de qualité différente. Dans la Solonne, dans toute la forêt. Et moi, je passais mon temps à aller les voir, mais avec le père Mo, je travaillais avec des agents côté Ivanov, on fait l'INA, on fait des grands de l'époque. Et donc, je travaillais là-dessus. C'est là que j'ai appris tout. Tous les fours. Les fours électriques, les fours à gaz, les fours à bois, etc., au mazout, tout. Moi, j'étais curieux. J'ai dit que si on revient en Martinique, quand je vois si un problème à résoudre, je ne vais pas les appeler. Je dois savoir comment résoudre mes problèmes arrivés ici. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire des cours aux arts et métiers de physique-chimie appliquée. Vous comprenez? En plus de mes cours. Pour ne pas poser des questions à mes profs. Ils m'ont dit, ne nous pose pas de questions de la Martinique, on ne va pas te répondre. Je lui ai dit, pourquoi vous n'allez pas me répondre, monsieur? Parce que vous ne pouvez pas mettre le pied où il faut. Il ne faut pas le faire. Bref,
Et donc c'est là que j'ai appris le rudiment. Et c'est là que j'ai appris ce que c'était que l'argile. L'argile. Il faut faire la différence entre l'argile et la terre. La terre est nourricière. Vous plantez des arbres, à fruits, vous voulez tout ce que vous voulez, des herbes poussent. Mais l'argile, c'est la décomposition de la roche-mère, qui a une histoire, la poussière. À force de dégradation de la roche-mère, ça arrive par les embouchures, tout un parcours avec. Et cette argile demande respect. Et c'est là où on m'a appris tout ça, le respect. Respect de l'argile. Pas d'abus. Pas d'abus. Quand tu as fini de travailler, tu récupères la poussière, tu remets, c'est de l'argile toujours. Tu ne jettes pas par terre balai. Non, ça, on t'apprend ça. Ce que j'ai du mal à faire passer aux élèves qui, à l'école, à l'érave, ils jettent comme ça. Bref. Donc, ils m'ont appris. Ce que c'était cette matière, parce qu'en fait, c'est ce que nous allons devenir, poussière. Et donc, quand vous travaillez, c'est une matière silencieuse. C'est une matière qui n'a pas d'angle. Vous ne pouvez pas être agressif. Quand vous travaillez l'argile, vous êtes reposé. C'est un truc extraordinaire, l'argile. Donc, ils m'ont remis tout ça, le père Mo. Hein? Et lui, mais je ne me rendais pas compte au début, petit à petit. Mais je retrouvais ça chez les Amérindiens, quand j'allais au musée de l'homme travailler dans le journal des Américanistes, pour étudier les Amérindiens. Anecdotiquement, en troisième année, je devais présenter une mémoire. Alors, je présente une mémoire sur la céramique de la Caraïbe. Le professeur me dit, tu veux ton diplôme ou pas? Je dis, pardon, est-ce que tu veux ton diplôme? Eh bien, ne présente pas ça, vieux. Personne ne connaît ce que tu vas échouer. Alors, je dis, bon. Alors, je fais quoi, M. Fouquet? Il me dit, écoutez, tu vas au musée des arts déco, à Rivoli, et tu prépares ton diplôme sur la céramique hispano-mauresque. J'ai fait un collab, hein, hispano-mauresque, tu peux toujours venir. Je fais mon travail. Et donc, je l'ai eu. Et quand j'ai dit à M. Fleury, le directeur, devant le jury, j'ai réussi. Il me dit, mais Annecy, tu es terrible. Mais si, c'est bon, c'est excellent. Et très très bien. Alors, je dis, si on a quelques minutes, voilà, j'avais l'intention de présenter telle chose. Et je le représente. Il me dit, mais dis toujours, Annecy, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes que trois, les étudiants. Alors, je lui explique. Il me dit, et qu'est-ce que tu t'es emmerdé avec la céramique hispano-mauresque? Hein? C'est un sujet que personne ne connaît, formidable. Le directeur, mais mon professeur est dans le jury. Alors, mon gars, regardez tout. Alors, moi, j'ai dit, non, c'est que je me suis dit, peut-être ça n'allait pas marcher. Il m'a dit, ah, mon frère, en quatrième année, il va serrer le boulon. Alors, et puis, je suis resté, mais après, mais il m'a doué, Fouquet. Et donc, et en fait, compte, je n'ai pas pu présenter, mais je voulais rendre au Père Pinchon. Je voulais rendre un hommage au Père Pinchon, à Paris. Et mais le mémoire se trouve à l'école. Ils ont gardé. Hein. Et donc, c'est là que j'ai appris, tout est parti de là. Et ce sont des maîtres. Ce sont des gens ce sont eux qui m'ont envoyé en Angleterre. On va parler anglais. Même ça a dessiné. Un beau sandwich, on m'a fait un petit pain, il m'a mis un petit lâcher poule. Ah, un sandwich! Ah, bah oui, Et bon, donc, je vivais comme ça. Ils m'ont envoyé en Allemagne. Ils m'ont envoyé en Allemagne, à Haute-Villers, à Saarbrücken, en stage. Mais il faut que tu ailles voir ça, Nice. Tu vas voir les usines, comment ça fonctionne. Comme si tu veux faire la céramique chez toi, même si c'est semi-industriel, tu dois savoir comment fonctionne, on travaille à la chaîne. Et j'ai travaillé à Haute-Villers à la chaîne. Vous savez, mon boulot, c'était quoi? Il y avait une chaîne qui passait, des assiettes qui passaient, il y avait des fleurs. Et moi, j'avais un pinceau, et quand l'assiette arrivait, je faisais une pétale. Je ne voyais jamais la fin. Je n'ai jamais vu l'assiette. Non, c'est pétale. Une pétale. Pétale. Et ne regarde pas le pétale.
Et donc, mais ça c'est une école extraordinaire. Vous comprenez? C'est tout ça. Et c'est pourquoi, quand je suis revenu ici, je croyais rêver en disant je vais monter une structure de céramique. Mais je crois que ça va revenir plus loin. Hein? Ouais. Voilà. Bien, donc tu reviens en Martinique en 1967. Oui. Hein? Donc là, tu entreprends une aventure dont tu vas nous dire comment elle se termine. Mais ce sur quoi aussi je voudrais revenir, c'est ta rencontre avec Édouard Glissant, qui, la même année, 1967, donc crée l'IME, c'est-à-dire l'Institut martiniquais d'études. Et en 70, Édouard Glissant te propose de faire une exposition à l'IME. Alors, j'aimerais bien que tu reviennes sur cette relation avec Édouard Glissant, comment cette rencontre déjà elle se fait, et puis comment il t'intègre dans cette école et qu'est-ce que tu exposes à cette occasion. Donc c'est 1970. Oui. 67, on arrive tous les deux à la Martinique. Édouard arrive, il enseigne au lycée de Bellevue, au lycée de jeunes filles. Et moi, j'arrive, j'ai pas de job. Je cherche, je fais des petits travaux à droite à gauche comme ça. Et ce qui se passe, c'est que il faut nommer les gens. Je me suis permis de lui demander à ce monsieur, est-ce que si un jour je parle de mon parcours, est-ce que je peux vous nommer, monsieur? Il m'a dit, mais bien sûr, Anissé, pourquoi tu me demandes ça? Il dit, non, j'ai une petite réserve par rapport à vous parce que vous êtes extraordinaire. C'est monsieur Lucien, le vice-recteur à l'époque de la Martinique. Sa secrétaire vient me voir dans mon studio, au Théâtre Saint-Ville, elle me dit, voilà, monsieur le vice-recteur veut vous voir. Et habillez-vous. Je dis, comment habillez-vous? Il me dit, oui, parce que nous, on est à la rue Fontaine-Roosevelt, on vous voit passer souvent. Alors, vous avez du linge? Non, c'est sérieux. Je dis, oui, bah, pas vrai. Il m'a dit, oui, pas de problème. Mais ces gens-là m'avaient repéré. Et bref, j'arrive et je lui dis, bon, le vice-recteur me dit, Anissé, il me connaît, je ne connais pas. Il dit, Anissé, voilà. Il y a un poste au lycée Schellcher, à l'école du lycée Schellcher, le professeur vient de décéder, il faut coûte que coûte qu'il y ait un prof. Le carnaval va arriver bientôt, il faut pas que les élèves restent sans discipline artistique. Est-ce que tu peux faire ça? Et c'est comme ça, je me retrouve à enseigner au lycée Schellcher le 20 février 1967. Et je commence à enseigner. J'ai eu beaucoup de chance, parce que la première classe, c'était une classe de seconde latin. Qui se trouve dans cette classe? Au collier, Vermillon, l'architecte, Balthazar, qui était élève dans cette classe, et la moitié des musiciens du Malavoir. Non, mais c'est un truc, je ne vous ai pas tout raconté, mais il y a des trucs terribles. Hein. Mais je ne les connais pas. Je suis de commune, je ne connais pas ces familles-là, je ne sais pas, mais je vois ces jeunes-là, mais dynamiques, etc. Ils m'ont sauvé. Le premier cours. Parce que les professeurs me disent, ah, bonne chance, vieux frère, parce que c'est l'organisation sacrée toute la journée en dessin, tout ça, on n'avait même pas fait notre cours de maths. Le coursier me dit. Je dis, on va voir. Mais ils ne savent pas que moi, j'ai fait Prinet, l'école Prinet. En dehors de mes études, je vous ai dit, je suis très curieux. J'ai fait l'école Prinet. L'école Prinet, quand j'allais à l'école Prinet en candidat libre, et j'entendais le professeur qui dit, quand tu as une classe difficile, tu fais un cours antipédagogique. Et ça existe. Alors je dis, je vais l'appliquer. Admirable. C'est passé admirablement. Et mais c'est eux qui ont fait la publicité pour moi. Après, les élèves qui sont montés, ça comme les pays disent, mais c'est pas rigolo, hein. Ça n'a pas monté, c'est pas comme l'autre boucle là, hein. C'est pas fait, c'est après qu'ils m'ont raconté ça. Et puis ça a démarré comme ça. Donc je suis resté, et le secteur, M. Lucien, m'a permis de démarrer.
Et ils ont commencé à créer. Et Édouard, je connaissais Édouard à Paris, mais on ne se fréquentait pas. Il avait déjà son plus gros nodo, on pas fréquenter mon plus gros nodo. Mais je le voyais dans les réunions et tout ça. Mais je parlais à peine. Mais en Martinique, il m'a repéré, il m'a dit, tu sais, je vais créer une école, est-ce que tu veux venir? Il m'a dit, ah non, je ne vais pas me payer le luxe d'aller dans ton école, parce que ma famille, c'est 8 enfants, je suis le seul à amener un petit peu d'argent à la fin du mois, je ne sais pas. Non. Mais je suis à ta dispo. Et puis je suis resté au lycée, et lui, il a créé l'IME, une école particulière. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'IME, ça va nous aller trop loin, mais c'est une école très très particulière, puisque j'ai travaillé là-dessus, j'ai une sculpture, un bas-relief dans l'école, etc. Je donnais des cours le soir aux étudiants qui venaient de Guadeloupe, de Guyane et même de France. Ils s'ennuyaient le soir, et puis j'allais avec monsieur Raymond Sardabi, qui faisait photo, et moi je faisais dessin avec ces élèves-là, et pendant 1 heure, 2 heures parfois. Bref. Et c'est là qu'il crée, il produit. Mais ce qui s'est passé à l'IME, c'est que quand il a créé la revue Akoma, le premier, il a fait venir en Martinique, vous devez savoir, 3 artistes. Petlin, un Américain new-yorkais blanc, Segui et Cardenas, le Cubain. Segui, l'Argentin. Et pendant toutes les vacances de Pâques, il a fait un séminaire. Mais comme j'ai vécu tout ça, je suis obligé, je vous dis ça parce que c'est trop facile quand on raconte des choses à côté, et puis les vraies, des choses qui vont faire avancer des choses, on n'en parle pas. Et donc, a fait un appel en invitant les artistes à venir faire le séminaire avec eux. Personne n'est venu. Personne. Il y a un qui est venu devant à injurier. Coiffeur étranger, ni avec grand peintre, ni des gens de trucs invraisemblables. Segui, si vous savez, M. Segui, il a 3 musées d'art amérindien. Petlin, c'est un peintre incontournable à New York. Il est mort, Petlin. Et Cardenas, ce Cubain extraordinaire, c'est lui qui m'a appris à sculpter le bois. Je suis resté avec eux 15 jours. J'ai produit avec, mais j'ai jamais autant produit. Mais à l'époque, je produisais énormément. Et puis je laissais les dessins à même le sol. Mes glissants les ramassaient le soir. Un jour à Paris, je suis à Paris, je rentre dans son appartement, mon gars dit, me caille moi là. Hein? Il dit, mon frère, il m'en prie. Ouais, vous comprenez? Et c'était une époque. Et pourquoi? Parce que, on va revenir à l'Expo 70, parce que, à l'époque, Édouard me dit, ces dessins que tu fais, Mata était de passage en Martinique. Vous connaissez le grand peintre Mata. Mata avait vu les exercices. Il n'a pas participé, mais il venait parce qu'il avait amené sa fille Mata. Je ne sais pas si vous avez vu l'exposition à HEC, et il y a quelques années, il est venu. Mais Mata était mon élève à l'IME, à 15 ans. Je donnais des cours à Mata. Donc la fille, son père nous a dit, et je n'arrive plus avec elle à Paris, il me fatigue, je vous la laisse. Et elle est restée avec nous. Et elle est devenue ce qu'elle est devenue. Elle a eu son bac ici, grâce à Cayotte. Et les 2 haïtiennes, les 2 sœurs haïtiennes, Toto, Bissette, se sont occupées d'elle. Donc il y a des choses comme ça. Mais je suis obligé de raconter un petit peu ça. Quand je suis revenu en 67, pas de boulot, j'avais pas. Et je cheminais dans les campagnes, je cherchais un atelier. Mais je ne voulais pas rester au Marigot, puisque les gens seraient tout le temps. À Dominote, c'était pas possible. Enfin, j'arrive au Gros Monde,
Et je trouve un gars qui s'appelle Marceau Dambeau et qui me dit, il y a une maison là, prends, tu peux prendre, tu fais ton atelier là. Parce que c'est 10 ans. Vous savez, il ne m'a jamais voulu prendre un franc de loyer. Mon premier mécène, un paysan. Et c'est là que j'ai produit l'expo que je considère où j'ai tout dit en noir et blanc. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, c'est que pourquoi le noir et blanc? Parce que je me suis dit, je dois proposer quelque chose aux Martiniquais, mais je ne veux pas faire comme les autres. Donc je me dis, le seul moyen, c'est d'essayer de faire, je ne suis pas Gandhi, mais je vais le faire comme Gandhi. Parce que je ne connais pas toute l'histoire, mais je sais que quand j'étais jeune, quand il revenait de l'Afrique du Sud pour arriver là-bas. Et donc, il est arrivé à un certain moment, il s'est déshabillé, il s'est mis tout nu. Tout ce que l'Occident avait mis sur lui, il l'a jeté, il l'a brûlé. Et il a dit aux femmes, faites-moi, avec le coton, faites-moi un tissu. Il est mort dans son tissu. Et à ce moment-là, il a commencé la marche du sel. Mais je dis, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas me mettre tenu. Les gens sont cardiaques. Si je fais ça, c'est... parce que la route de Balata n'est pas très longue. Ils vont m'amener là-haut très vite. Mais je me suis dit, je vais enlever tous les outils avec lesquels on m'a formé. Vous voyez? Tous les outils, les pinceaux, les trucs, je ne veux pas. Et je vais travailler avec le minimum de choses. Et à ce moment-là, le minimum de couleurs, le noir et le blanc. Et à ce moment-là, j'ai commencé à travailler et ça a donné, je ne sais pas, tu vois, peut passer. Toute cette période-là, et en noir et blanc, ce sont les dessins. Combien copier? Et donc, non mais c'est bien, ça fait école, c'est très bien. Non mais il faut. Et donc, c'est un travail qui était long, que je cachais. Quand on faisait la fête, le tambour, le bel air, la musique et tout ça dans l'atelier, tout le monde faisait la fête. Tout était caché dans le grenier. Quand ils arrivaient, ils ne trouvaient rien. Ils disaient, tu fais ça que fini, tu dis, tu montes travailler, au moment tu fous rien. Mais je cachais, je ne voulais pas qu'ils voient. Jusqu'au jour où j'avais 40 panneaux, et j'ai dit à Edouard, tu sais, j'ai 40 panneaux, il faudrait que tu viennes voir ça. Ils sont montés en équipe, et il en a choisi 19. Hein, choisi 19. Et c'est ces 19-là qui ont fait partie de l'exposition de 70, en noir et blanc. Mais il y a tous les éléments basiques, symboliques derrière. On ne va pas s'attarder. Le noir, à l'époque, le racisme commençait. Après 59, il y avait déjà des problèmes à Martinique, ce que nous n'avons pas connu quand j'étais enfant. Quand je reviens en 61, et je reste un mois, je vois que le truc change. Alors, je suis reparti. Et à ce moment-là, je suis reparti, mais j'étais en stage en Corse, à Palaska, où j'ai créé un atelier céramique qui existe jusqu'à maintenant. À Palaska, si vous allez sur la route de Corté, hein, vous passez là, vous vous arrêtez à Palaska. Il y a un atelier. Et j'avais mon atelier là-bas. Tu as évoqué tout à l'heure cette revue incontournable, Acoma, donc créée par Édouard Glissant, dont 5 numéros sont parus entre 1971 et 73, me semble-t-il. Et je voudrais savoir, donc toi qui as participé à cette aventure, qu'est-ce que tu retiens de cette revue? Je sais que c'est une revue fondamentale qui a énormément compté, mais toi, qu'est-ce que tu en retiens? En retient, c'est ce que nous ne faisons pas. Cette école, c'est... Quand il a créé cette école, il a dit, je ne veux pas une école comme le lycée, c'est fermé. Quand tu arrivais à Niamey, tu avais cinéma, ciné-club, c'est pas n'importe quoi, mais c'est celui-là qui commentait chaque film le soir. Big Moville, qui venait jouer du jazz, mais qui faisait des commentaires du morceau qu'il jouait pour les jeunes, etc. C'est comme ce qui se trouve un petit peu en miniature au lycée
là-haut à Saint-Pierre. Tu vois, c'était des choses comme ça. Tu avais la photographie, tu avais le théâtre. J'avais écrit des pièces. Ils sont partis à Londres, ils sont partis aux États-Unis. Les élèves sont partis. C'est un mouvement extraordinaire. Et moi, je venais. Mais le sport était important. Il est mort, il y a en Guyane. Mais il avait une façon d'expliquer. Et chaque fin d'année, il y a un match entre les professeurs et les élèves. Mais il y avait une ambiance terrible. Et quand, à un moment donné, il avait de plus en plus d'élèves, il nous a demandé, à son âge, je travaillais avec Franck Hubert dans une agence qui s'appelle Atelier Ajoupa. Et dans l'agence Franck, il dit qu'il faut agrandir l'école. Il me faut 10 classes en plus. Et on lui dit, mais Edouard, 10 classes, comment, c'est la maison style colonial, comment faire de telle sorte qu'il y ait une bonne ambiance entre les deux bâtiments. Et Francky, on travaille là-dessus. Seulement, on travaille sur un projet. Je travaillais à l'époque comme décorateur dans l'agence de Franck Hubert. On lui dit, tu sais, Edouard, tu nous demandes 10 classes. Est-ce que tu as l'argent? Il dit, oui. C'est pas vrai, il n'avait pas l'argent. Et donc, on lui dit, Antoine Wilton, je donne les noms, parce que les gens oublient les noms. Moi, j'ai une mémoire des noms. Les visages, mais les noms. Et moi, j'aime bien donner les noms, parce qu'il ne faut pas les oublier, les noms. Et Antoine Wilton gérait toute cette partie-là. Et il dit, tu sais, Edouard, il dit, et le Crédit Mutuel m'a dit que je jouais l'argent. En fait, il revient 2 jours après, il nous dit, voilà, le problème, c'est que il m'a donné pour 5 classes. Alors il dit, non, on ne peut pas, c'est pas possible de faire 10 classes. Il dit, non, vous n'avez pas compris. Avec l'argent des 5 classes, il faut faire 10 classes. Vous ne le connaissez pas de près, Edouard. C'est un mec terrible, hein. Et en fait, quand il nous a convaincus, on a dit, bien, nous avons fait l'école, nous avons 10 classes. Et on l'a fait. Quoi? À ce moment-là, on a dû créer une pédagogie spéciale. Pas de fenêtre, pas d'enduit, pas de carrelage au sol, pas de on s'est servi pour climatiser cette école, le système arabe, la Casbah, pour amener la fraîcheur à l'école. On a fait au pied. Les élèves, quand ils arrivaient, pouvaient tourner pour faire un appel d'air en cheminée et ils repartaient. Et parfois, ils avaient trop froid, ils étaient obligés de fermer. Et ça existe jusqu'à maintenant. Et la discipline voulait que, comme il y a une cloison, mais il n'y a pas de fenêtre, hein, mais les cours se faisaient admirables parce qu'il ne fallait pas gêner l'opposition à côté. Et jusqu'à maintenant, on s'était même poussé à faire un petit amphi sous la coma qui se trouve dans le truc. Tu vois? Et on voulait dire que l'école, c'est dehors, ça se passe. Ça se passe dehors. Et là, les gens n'ont pas compris. On ferme les enfants, on s'étonne. On s'étonne. Moi, j'ai enseigné 30 ans d'éducation, mais j'ai lâché en 91. J'ai laissé en 91. Vous savez, et mon épouse est là. C'est un cas de divorce, mais je ne sais pas, elle a tenu. Et là, non, c'est terrible. Hein. En 91, je lâche et je dis, je ne peux pas. Je vois que ça chute. Les parents ne viennent plus. Ils n'acceptent pas. Ils ne viennent pas aux fêtes. Ils ne viennent pas aux... Je dis, mais c'est pas possible. On veut perdre ma santé dans ce truc-là. J'ai lâché. Je gagnais 2 millions là, à l'époque, en tant que certifié. Je n'ai pas pris de congé de maladie. Je dis, non, je ne reste pas dans ça. Et à ce moment-là, j'ai créé avec Hubert Fontaine l'atelier de poterie semi-ciel, et on a arrivé 5 ouvriers. Vous ne vous rendez pas compte, 5 ouvriers pour payer toutes les fins de mois. Mais comme à un moment donné, je me suis rendu compte que je demandais à mon épouse un peu d'argent pour payer les ouvriers, il m'a dit, il faut choisir les frères. Non, on a fermé. Mais on a eu le temps de faire beaucoup de choses, que vous allez voir, si vous voulez, si on a le temps. Donc, on a fait beaucoup de choses. Oui, voilà, nous sommes là. Allez, on va faire un petit saut d'une dizaine d'années. 1984. Oui. Donc 1984, date importante, c'est la création du groupe Fromager, avec Bertin Nivor qui est là, avec René Louise, Ernest Breleur, toi, entre autres, pour ne citer que vous 4.
Serge Gounaté-Bia est arrivé après, me semble-t-il. Hein. Ouais. Et donc, cette grande aventure du groupe Fromager, comment tu l'as vécue et qu'est-ce que tu as réalisé en tant qu'œuvre à cette période? C'est très très important pour nous. Heureusement que Bertin est là. S'il y a un problème, il va faire des corrections. En 70, je vais me marier en France. Mes professeurs m'ont dit, tu viens, on va te marier. Oui, oui, oui. Ah ouais. Oui, les professeurs m'ont dit, non, tu vas te marier avec Victor, mais tu viens, on va te marier. Mon épouse est là, elle peut vous dire. Elle me dit, moi, je ne veux pas. Je dis, mais si là, c'est un cas de divorce, je ne viens pas. Et en fin de compte, je ne vous raconte pas toute ma vie privée. On est partis et ils nous ont mariés à Ville d'Avray. On a logé chez eux, toute la famille, les élèves, les professeurs, etc. Donc, une fois à Paris, je pars avec des photos de l'exposition 70. Je provoque une réunion dans le 14e arrondissement et il y a Bertin, qui vient, il y a Signamal, il y a Pamphile, enfin, les jeunes qui sont à ce moment-là. Je leur dis, voilà ce que j'ai fait, critiquez, dites-moi, est-ce que ça va, est-ce que je peux continuer, voilà ce que j'ai produit, etc. Et ils critiquent, mais très sévèrement, heureusement, et ils me disent, je dis, bon, écoutez, grosso modo, eh bien, j'arrête, je vous attends. Mais seulement ne revenez pas après vos études. Il y a eu 68, vous allez à l'université, vous avez ce que je n'ai pas eu, allez à l'université, continuez à travailler. Et ils m'ont enrichi énormément quand ils sont revenus. Et à ce moment-là, et c'est quand, à ce moment-là, ils sont revenus petit à petit, vers 84, ils étaient revenus à peu près une dizaine, et à ce moment-là, qu'on a fait des réunions et on a créé le groupe Fromager. Et le groupe Fromager, c'était quoi? C'était que il y a eu plusieurs, contrairement à ce que les gens disent. Et bon, ça c'est parole c'est vent. Donc, ce qui se passe, c'est que on a convoqué plusieurs. Bon, petit à petit, ils ont lâché. On se retrouvait à 5. On s'est réparti le boulot. Il m'a dit, bon, Victor, comme tu travailles sur les Amérindiens, tu vas continuer à travailler tes céramiques sur les Amérindiens. Il faut approfondir beaucoup plus. Hein? Et Bertin faisait un certain travail sur la parole sur les Amérindiens, mais sur la parole créole. Bertin a continué, avec surtout le domaine de la couleur. René Louise devait travailler sur les réminiscences du vaudou, le quimbois, les installations dans les carrefours à l'époque, etc. Et puis Charles-Édouard, le sculpteur, prix de la vocation de sculpture. On ne sait pas, mais prix de la vocation, il faut le faire à l'époque. Il a eu le prix de la vocation, donc il devait travailler sur l'homme martiniquais, l'homme debout. Donc c'était son travail. Et Ernest devait travailler sur les réminiscences de l'Afrique. Et donc, presque tous les mois, on se retrouvait chez moi, à Tartanson, et on partageait des dessins, on critiquait à tour de rôle. Et quand il y avait une exposition en perspective, alors là, il était dur. Et on n'exposait pas n'importe quoi. Elle me dit, mais non, Victor, on ne peut pas mettre ça. Non. Tirez ça là. Ah non, mettez ça. Et puis, oui, mais c'était formidable. On a énormément progressé. Je me suis enrichi énormément. Et donc, on faisait ce travail en profondeur. Et on faisait du travail pédagogique. C'était des expositions pédagogiques. On n'était pas prétentieux. Il fallait éduquer. Et on allait, ce que vous ne pouvez pas savoir, on allait dans les campagnes. Moi, j'exposais dans les champs de canne, en Guadeloupe, au Moule. J'enseignais où les gens travaillaient des champs de bananes. Je faisais des expositions pour les gens d'arriver les Andes, chez Cocoy, au Gourmand. Comprenez, c'était des gens qui ne voyaient jamais ça. Et donc on faisait, c'était notre boulot. On n'était pas là pour venir faire des tableaux, pour que ce soit toujours encore les mêmes qui achètent et soient souvent dans les mêmes maisons, dans les mêmes trucs, etc. Non, nous sortions tous, quand on étudie, tous dans des conditions très modernes. Donc on devait faire ce boulot. Et puis je devais ça à la Martinique. On m'a donné une bourse, même si 100 francs, on m'a donné une bourse, je redois. Et Gutmann m'avait dit,
tu vas à lycée. Tu m'entends, tu vas. Il m'a debout devant moi. Il m'a dit, tu sais, tu vas, mais quand tu as fini, tu reviens. Tu reviens. Je ne serai peut-être pas là, mais je t'assure, il faut revenir. Il faut transmettre ce que tu as appris. C'est pourquoi je ne suis jamais reparti. Vous comprenez? Quelles que soient les difficultés. Moi, mon problème n'était pas là de faire des petits tableaux, des couchers de soleil ou bien des colibris qui sucent les hibiscus. Non! Je n'ai rien contre les gens. Ils font ça. On en a besoin. Vous comprenez? Mais non, c'est pas ça. Nous, Alexandre Bertrand nous avait déjà appris à faire ça en troisième année à l'école des arts appliqués. On peignait tout le littoral comme ça avec des couleurs extraordinaires. Je savais faire ça. Moi, j'ai appris des couleurs, comment servir des couleurs. Vous comprenez? Moi, je sais comment, si je dois peindre, quand ce sont des décolorés, il faut faire ça, choque personne, tout le monde est content, c'est doux, ça ne choque personne. Quand tu vas au travail, tu passes, donc tu peux continuer à aller au travail. Donc, tu ne peux pas. C'est ça le problème. Et donc, nous soulevions ces problèmes-là. Et ça a duré quand même 10 ans. Tu vois? Et c'est ça. Mais, allez, vas-y. Non, mais c'est très bien, Victor. Je voudrais parce qu'on s'achemine là vers la fin de cet entretien, j'aimerais bien que l'on parle d'une série particulière et pour laquelle moi j'ai beaucoup d'affection. C'est toute la série des traits. Et j'aimerais bien que tu nous expliques, comment. Ouais, ok. Et comment tu procèdes et qu'est-ce qu'il y a dans ces fameux traits. Voilà, donc là, il y en a quelques-uns qui ont été sélectionnés. Voilà. Je vous ai dit que je vivais sous l'habitation. Sous l'habitation, à l'époque, il y avait du Haut-Mont, il y avait une zone réservée aux Indiens de l'Inde qui sont arrivés. Ce n'étaient pas des esclaves, c'était des gens qui avaient un contrat. Il était comme ça. Mais il y avait une zone que M. Bali leur avait réservée. Et ces Indiens, comme je vivais sous l'habitation, j'étais le seul à aller voir les bons dieux coulis, les fêtes. Et Paul, le chef, me disait, Monsieur Victor, on ne parle rien, hein, on tourne ça nos dieux. Et j'ai toujours respecté ce que je voyais, ce que je ne jamais. Parce qu'après, je l'ai retrouvé à OBO, quand ils sont tous partis. Et on les a couillonnés, vous savez, vous connaissez cette histoire. Ils attendaient le bateau, soi-disant, et puis en fin de compte, ils sont restés à nettoyer les caniveaux de la ville de Fort-de-France. Et on les a parqués à OBO. Mais moi, j'habitais à la rue Crémieux, juste dans l'état Saint-Ville. Donc, je passais tout le temps et je voyais M. Paul triste, assis sur une chaise, et attendant que ça se passe. Donc, M. Paul me disait, tu ne dis pas ce que tu vois. Et là, M. Rénal me dit, pas qu'à jouer, c'est cool, il y a autant de samedons, tu dis, moi, je dis, oui, monsieur, il n'y a pas de problème. Mais tu parles, en 2 minutes, j'avais fait le tour, j'étais déjà là-bas, à la sucrerie. Donc je voyais. Et là, c'est là que j'ai vu pour la première fois le trait. Le trait sacré. C'est dans le trait qui sert le repas à Siva et à Kali, ou au dieu invoqué. Un petit trait de 50-50 grosso modo. Et ce trait-là, il y a un repas végétarien. Hein? Il tourne 5 fois autour du temple et pose devant Siva ou Kali, les dieux invoqués pour la cérémonie. Mais c'est un objet sacré. Et j'ai eu confirmation en Grèce, lors d'une exposition en Grèce. Et il y avait des Turcs qui ont été étonnés que je présente des traits. C'est un objet sacré en Turquie. Ouais. Donc, les Indiens se servent de ce trait-là. Et quand le trait est arrivé, sur l'habitation, je suis obligé de parler un tout petit peu du trait quand même, parce que sur l'habitation, quand les gens venaient prendre leur paye le samedi matin, eh bien, ils allaient toujours jouer au Serbie de leur hangar. Et maintenant, regardez, on va toucher la Serbie.
je sais, puis par terre. Et quand le trait est arrivé sur l'habitation, comme le cabouet, parce que la roue, on n'observait pas, on ne se servait pas de la roue, ce sont des gens qui amenaient les cabouets, des Indiens. Et donc, quand ils ont fait ça, eh bien, ils se sont servis du trait pour jouer à l'intérieur du trait. Et le trait a évolué, on va le retrouver dans les fêtes communales, sur des trépieds, puisqu'ils sont habillés, ils sont comme ça, donc ils vont pas s'asseoir à même le sol, et ils ont trouvé le trépied. Il faut me dire qui c'est qui a inventé le trépied. J'ai cherché, je n'ai pas encore trouvé. Donc, c'était là-dessus. Ensuite, le trait est devenu pour les lavandières, c'est pour aller à la rivière. On trouvait pour vendre des pâtisseries, les marchands sous le marché, etc. Et le trait est devenu un objet usuel. Mais les Indiens n'ont jamais accepté ça. Ils sont en minorité. Ils n'ont jamais accepté. C'est un objet sacré. Et donc, je me suis dit, si on vend des bonbons dans les traits, si on vend des trucs comme ça, je vais lui donner un autre statut au trait. Je vais lui mettre à la verticale et je vais demander aux gens de communiquer, de rentrer en communication avec le trait. Et au fond du trait, vous avez souvent un tissu africain. C'est l'appel à l'Afrique. Mais le tissu africain c'est pas n'importe quel tissu africain. C'est un tissu africain où j'interviens sur les couleurs, je modifie les couleurs, je change les couleurs. Ensuite, je reviens sur le tissu avec des signes amérindiens, souvent en or artificiel, bien sûr, et tout comme ça. Et je fais cannibaliser les signes africains par les signes amérindiens. Et quand je fais ça, je crée ma propre cosmogonie, l'énergie que j'ai besoin, la force que j'ai besoin pour créer. Et une fois que j'ai cette force-là, j'arrive et je pose mes adornos là-dessus, je mets en valeur tout comme ça. Et le bleu revient souvent, parce que nous avons un rapport avec le bleu. Un rapport. Nous, ça n'a rien à voir avec le bleu égyptien. L'autre a un coup, l'autre a un blé. L'autre a de l'amisé blé, fruit à pain blé. Tu vois, négla tellement, noix blé. Tu comprends? Tu as toute une histoire avec on a une histoire avec le bleu. Et moi, je vais vous dire des petites choses. Hein? J'avais un oncle, tonton Romule, Tétien Boisé. Et oui, Bougla, il était fort. Hein? Mais il était malin, très malin. Et on ne sait pas. Il était malin. Et quand nous marions, pas de docteur. Donc, vous allez au monsieur. Vous arrivez, et vous dit, moi, j'ai dormi hier au soir, parce qu'il n'y a rien, en blé là. Sans mon mot qui touche, mon ennui, en bas. Oui, papa, il a dit, bon, ouais, ça. Il a regardé, il a dit, il met un cataplèse en l'air. Il met un cataplèse là-dessus. Oui, il met un cataplèse. Il habitait à 5 minutes de la maison familiale. Donc, tonton, on reconnaît, il a mis un cataplèse malin, il a mis un cataplèse. Venez au moins dans 3 jours. Alors, et vous repayez moi, non? Ah, si vous ne payez pas, pas une guérison. Et oui, vous pouvez repayer moi, non? Alors, tu le payes, tu pars. Mais c'est pertinemment, dans 3 jours, le bleu sera toujours là. Alors, quand tu reviens 3 jours après, il te dit, ouais, encore grave. Oh, on est l'argent. Oui, monsieur Romil, oui. Bon, il refait la pension, il te dit, tu reviens dans 5 jours. Mais il sait précisément, ça va partir. Alors tu reviens, il a fait un tas si magré, il a commencé par prendre l'argent, il a ça. Et puis hop, il a dit, c'est la relation qu'on a avec le bleu. Ouais? Et le bleu de la mer, bien sûr, le bleu de l'océan, le bleu de la traversée. Et tout ce bleu-là, cette notion de bleu, nous interpelle. Et c'est pourquoi tu retrouves souvent le bleu. Et il y a des petits chiens. Il y a des petits chiens qui gardent le trait, qui sont là-bas. Celui-là, il y en a. Il y a des petits chiens là, pas au bouc. Et donc, il y a des chiens. Je vais vous raconter des histoires quand même. Vous n'allez pas partir comme ça. C'est une belle petite histoire. La servante Parphélia, qui travaillait sur l'habitation, quand on a fermé l'usine, elle est venue à Didier travailler pour les béquets
sur la route de Didier. Et M. Bali habitait là. Donc, elle surveillait et elle gardait les enfants. Et pendant qu'elle faisait la cuisine, on faisait dormir les enfants dans les traits. Les enfants dormaient dans les traits. et elle, en faisant la cuisine, elle devait de temps en temps regarder et ils sont pas là. Elle raconte, il y a un bébé qui disparaît en fois. Alors, le cachet était malade tout partout. En principe, il devait dormir. Sûrement, ça allait se lever et partir, je ne sais pas. Mais on ne connaît pas la fin de l'histoire. Mais seulement ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, ils ont décidé qu'ils vont mettre bien le trait, le bébé en train de dormir, il y avait plusieurs bébés des fois, les autres dames, les bébés, ils mettaient des chiens. Des chiens, botriac avec les petits momailles là. Et c'est pourquoi vous allez toujours voir des petits chiens parfois dans le trait, hein, symbolisant cette histoire. Voilà. Alors là, il n'y a pas forcément dans les images que tu as sélectionnées de perles, mais la présence des perles, évidemment, est importante. Oui, tu as raison. Ce qui se passe, c'est tout est sur l'échange. L'échange. Quand ils arrivaient, quand les Amérindiens ont été en contact avec les conquistadors, et donc, ils échangeaient des perles, ils échangeaient contre du tissu, contre des miroirs. Et d'ailleurs, parfois, il y en a qui ont des miroirs, hein, et des fois, et il y a des perles, etc. Et je fais rentrer tout ce qui sert à Édouard Glissant, politique de la relation. À ce moment-là, je fais rentrer tous les éléments, des trucs qui ont servi de la relation entre les Amérindiens et les conquistadors. Pour être gentil, je dis conquistadors. Très bien. Alors, écoute, pour terminer, on peut peut-être montrer quelques images de peinture, parce qu'on a assez peu parlé de peinture. Donc, peut-être que tu peux dire quelques petites choses à ce niveau-là. Pour la peinture, je ne suis pas, au sens où on entend un peintre. Ce que je ne peux pas dire avec l'argile, parfois je vais sur la toile et je dis, parfois ça me parfois je ne mange pas, mais ce n'est pas tout à fait un truc. Mais sous les invocations amérindiennes. Par exemple, là, ça c'est l'appel de l'Afrique. Ce sont des tissus africains tissés à la main et qui arrivent et que je modifie les couleurs, je modifie les motifs, etc. Ça s'appelle ça l'appel à l'Afrique. Hein, c'est cette série-là. Là, il y avait beaucoup à l'époque, mais ce sont des petites toiles de 50 par 50. Et puis, il y a, pour les autres toiles, ce sont des évocations amérindiennes. Ça, c'est autre chose. Et puis, il y a les cancans, il y a les ferments, tirés des textes de Césaire, et d'Édouard aussi, parfois. Et donc, tout ce travail-là est à cette période. Et parce que tu n'as pas trouvé les films. Ah oui. Rapidement, pour que vous compreniez bien. Après, on va essayer de conclure. On est dans les temps. Ah bon, d'accord. OK. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive là.
avec ces petites figurines, des adornants, qui sont des éléments décoratifs que l'on trouve sur les bords des bases rituelles de la civilisation amérindienne. Quelques briques sont disposées en saillie afin de jouer autant sur l'effet de couleur que sur les différences de plan. La dimension du fronton, longueur 13 mm, hauteur 4 mètres. Ce mur peut être un outil pédagogique où toutes les disciplines sont sollicitées. Les arts plastiques, ça c'est lui. Oui, je vous fais voir ça, mais je vais faire un petit commentaire global pour que vous sachiez un petit peu, parce que personne ne voit ça. La ville de Chechel est située sur la côte Caraïbe, à 6 km de la ville capitale, Port-au-Prince. La dimension de base se situe à l'entrée de la ville, derrière la statue de Victor Chechel, ce grand à position distancée, une plaque porte la rapouille écrite en 1948 par Élie Césaire, au poète martiniquais. La clairvoyance de Chechel avait donné le brame de la liberté, la pétiosité d'Ève fut résistée. Ce mur se situe sur le déplacement de la maison de la culture de la rue de Marie. La ville est située dans le sud de l'île, à 40 km de Port-au-Prince. À Alizé, avec constance et sans partage, on appelle à une tradition de plus en plus moins discernable, traduction victime d'une mise en rang et qui a dû craquer dans sa nuit et extraire, comme certains disent de cérémonie, au fond de la terre. Et tout à l'heure, il y a la réunion entre ses parents de Poutine. Cette chose-là, à ses yeux, est évidente sans nuance. Bien, voilà, je voulais... Savoir, parce que, vous savez, j'ai un carnet de coquilles avec des projets, toujours. Mais ce sont des commandes publiques. Ce sont des gens. Il y a là 1% chez le collège Cassé-Sainte-Claire. Mais ça, vous pensez bien, vous voyez la dimension de la chose. Les gens ne peuvent pas, vous ne pouvez pas vous imaginer. En fait, je suis seul à travailler sur ces choses-là. Et à l'époque, il y avait l'atelier de Rivière-Salée, avec Fontaine. Donc, on avait 5 ouvriers, on pouvait dégrossir plus ou moins. En fait, vous ne pouvez pas donner les maillages ni la découpe des trucs aux jeunes. Mais dans ma tête d'enfant, je me suis dit que chez moi, il n'y avait pas de tableau à la maison.
Et dans beaucoup de maisons du Mago, et dans beaucoup de maisons, à Faux-Achou particulièrement, juste comme ça. Je dis, il n'y avait pas. Et donc, on ne m'a pas envoyé apprendre et étudier. Et pour moi, c'est plus à moi ça. C'est ça que j'avais à l'intérieur, je vous ai donné, je vous donne. Et je vous ai rien encore donné. C'est ça qui m'intéresse. Il fallait qu'il y ait des choses dans la rue. Il fallait qu'il y ait des choses que les gens puissent toucher. Et que les gens puissent se servir. Et au début, Désiré, au mari me disait, oh, on a cassé, on a dit, heureusement. Et donc, j'ai restauré 2-3 fois le mur. Vous comprenez? Ça n'a pas d'importance. Pour moi, il faut que les gens voient. Même s'ils ne comprennent pas, ils vont peut-être déclencher leurs enfants. Vous savez ce qui se passait à Rivière-les-Alpes? Quand je faisais les expositions à Rivière-les-Alpes, et le dimanche après la messe, il y avait 10 fois les gens qui venaient de la messe, ils venaient, Michel, expliquez-moi ça, ça fait là, etc. Expliquez-moi moi. Et ces enfants-là, je les ai retrouvés après, adultes. Voilà. Donc c'est notre Dieu, nous, de cette époque que je m'entends. Il ne faut pas oublier, je suis né en 1938, je suis né en colonie. Le département, c'est l'autre jour après. Hein? Donc, j'ai vu, c'est pas la misère, c'est pas le mot, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas de la culture. On ne savait pas qui on était. Le mot être, ce qu'on est, on ne sait pas. On ne savait pas. Moi, je l'ai appris à force. Mais comme je suis très curieux, quand j'ai commencé à fouiller dans le journal des Américanistes, j'ai fouillé les mythes, les rites chez les Amérindiens, je me dis, qu'est-ce qui nous a pris? Pourquoi on a passé notre temps à nous intéresser à la partie la plus réjouissante de notre histoire, l'esclavage? C'est pour pas qu'arriver à papa, on était qu'à couper quand, à papa, on était qu'à changer ceci, à papa, on était qu'à faire maman, on était qu'à. C'est terrible. Alors que l'amérindien, toute la philosophie amérindienne, toute cette philosophie qu'on ne nous a pas passée, si vous n'avez jamais vu un arbre de bois sans racines, vous comprenez? Vous avez vu les maisons qui sont charriées par l'eau, il n'y a pas de soubassement, on les a posées sur le sol. Vous comprenez? Et donc, vous ne pouvez pas, vous êtes arrivé là, sur cette terre, il y avait un peuple avant qui nous a laissé un monde extraordinaire. Regardez ce qu'on a fait de ça, et ce que nous faisons avec ça. Et comme j'ai l'habitude de dire, hein, on n'est pas propriétaire de cette terre. On est les gardiens de cette terre. Donc il faut respecter cette terre. Et chez les Amérindiens, j'ai appris qu'il faut demander pardon à Dieu avant de percer un trou dans la terre. Quand tu prends l'argile, tu demandes, tu m'excuses, tu prends l'argile. Et tu travailles avec. Et tu rentres dans une autre dimension quand tu fais des propositions. Elle peut vous donner l'exemple, c'est à une période, je produisais, mais j'étais tout le temps pieds nus. Tout le temps. Elle m'a dit, mais tu salis ma maison, tu remontes avec un tas de poussière de la maison. Et puis la production a changé. Vous comprenez? Il y a des trucs comme ça. Et ça, mais vous ne pouvez pas imaginer la richesse. Parce que lui, le chaman amérindien te dit, ne regarde pas derrière toi avec colère, ni devant avec peur, mais autour de toi avec constance. Il faut être en constance, en permanence. Et ça, j'ai trouvé ça dans le texte de Césaire. J'avais 21 ans. 21 ans. Et il disait, ayons faim de faire. FAIM. Ayons faim, faites, produisez. Je ne vous dis pas le contexte, le reste de la phrase. Mais ayons faim de faire. Il faut faire tout le temps. Vous comprenez? Et c'est peut-être ce que je voulais vous dire. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été attentifs. Merci beaucoup, Victor, pour cette très très belle présentation
de ce parcours de vie et de ce parcours artistique. Et il nous reste une petite trentaine de minutes pour échanger. Bertin Nivore. Oui, merci. Bon, je prends la parole en tout premier lieu parce qu'après, je ne vais pas pouvoir parler. Bon, alors, j'aimerais tout d'abord demander une précision à Victor concernant Ophélia, la servante Ophélia. Comment? Parphélia. Parphélia, si mes souvenirs sont bons. Tu as dit à un moment donné qu'effectivement, elle a accompagné M. Bali à Fort-de-France. Alors, il y avait 3 personnes. Il y avait Ange, avec les yeux gris là. Il y avait Madame Raphaël, qui tenait le débit de la régie à l'usine du Marigot. Et Parphélia, c'est elle Parphélia? D'accord, d'accord. Oui, attends, je finis. Et donc, ces 3 personnes-là étaient également à la paroisse de Bellevue avec Monsieur Gauthier, pour ne pas dire le Père Gauthier. Ouais. Pour ne pas dire le Père Gauthier. Monsieur Gauthier, qui avait une entreprise avec la famille Bali, donc Sentier Bali, une entreprise de travaux publics au Marigot. Donc, ils ont toujours travaillé ensemble. Ce monsieur Gauthier, c'est un bâtisseur, mais vraiment un bâtisseur. Ah oui, c'est un grand bâtisseur. Hein. Je ne sais pas, je me demande s'il n'était pas ingénieur génie civil. Et puis il est entré en religion, j'en sais rien, ou comme les prêtres ouvriers. Mais donc, Parphélia, c'est cette dame-là. D'accord, ben je vois. Alors, deuxième chose, rapidement, concernant le quartier l'Adoration. Pourquoi a-t-on appelé ce quartier l'Adoration? Alors moi, j'ai vécu gamin au Marigot. Hein. Je suis né au Lorrain. Et il y a eu un tremblement de terre un séisme au mois de mars. J'avais 3 mois. J'ai failli y passer d'ailleurs. Et les parents ont quitté le Lorrain et sont allés au Marigot. Donc j'ai vécu de 3 mois à 10 ans au Marigot. Donc j'ai vécu toute mon enfance au Marigot. Et donc ce fameux quartier, l'Adoration, qui se trouve en face de l'habitation du Haumont, de la dit Diomont, hein, et on racontait à l'époque cette histoire que pendant l'esclavage, le maître a voulu absolument faire travailler les esclavisés le vendredi saint. Alors que normalement, le vendredi saint, personne ne devait travailler. Mais il a obligé à ces gens, les esclavisés à travailler, donc à labourer la terre. Et quand ils se sont mis à labourer la terre, le sang est sorti de la terre. Et on a dû faire venir le prêtre pour bénir et faire arrêter le sang. Et depuis, on a appelé ce quartier, je crois, l'Adoration. Alors peut-être qu'il y a d'autres histoires, j'en sais rien, mais il y a ça. Et ça, c'est quand même particulier parce que c'est là, c'est un site archéologique très important. Donc depuis l'Adoration jusqu'à Massé, tout ce quartier-là. Et nous, quand on était gamins, on ne se baladait pas facilement là. Hein. C'est-à-dire, on passait par le chemin de fer là, hein, mais on ne traversait pas comme ça l'Adoration, surtout pas le vendredi saint. Vous voyez? Donc, tout ça, ce sont des histoires qui ont nourri notre enfance. Et, bon, bien, comment dire, les vestiges des autochtones de l'époque, des Abya-Yala de l'époque, n'est-ce pas, qui sont là, enterrés là, tout ça aussi, pour nous, c'était très mystérieux. Vous voyez? Voilà. Donc, comment? Voilà, c'est sacré. C'était sacré. Mais nous, on ne disait pas sacré. Nous, on en avait peur. N'est-ce pas? On disait qu'il y avait des mystères là, qu'il y avait des revenants, etc., qu'on pouvait voir des fantômes, des zombies, etc. Voilà. Merci Bertin. Tu veux enchérir, Victor, ou bien?
C'est bien l'histoire. C'est bien l'histoire. Et on n'allait jamais seul. Quand on allait entre camarades, on était au moins 5 ou 6. Mais il y a toujours un pour faire l'imbécile. Et ce qui est un gros résigné, les 2 secondes après, tout le monde était dans le bout. Et c'était terrible parce que, en fait, les adultes ne voulaient pas qu'on aille là. C'est là, ils m'amenaient leur petite dame. Ils ne voulaient pas que les enfants viennent là. Et c'est là qu'il y avait les plus beaux raisins de la commune. Les petits beaux raisins, violets, sucrés. Et donc on allait à plusieurs camarades pour récupérer. Mais il y avait des diablesses, c'est vrai, il y avait des diablesses. Hein. Ah oui. Moyen et puis en pâte mouton. Qui souhaite poser une autre question, une remarque? Oui. Alors, il y a Ricardo Osier-Lafontaine au fond de la salle. Question très simple, parce qu'on a un peu de temps. Après toutes ces années de pratique, est-ce que tu penses, aujourd'hui, à l'âge que tu as, qu'on a une esthétique, on peut parler d'une esthétique martiniquaise? Alors, Victor. Non, mais sa question est intéressante. Ça nous obligerait à faire une marche arrière. C'était pas... Non, c'est pas possible. Il faut... Je me réfère souvent à Vincent Placoli. Et nous qui créons, nous qui produisons, j'aime pas le mot créons, créer c'est trop fort. Nous produisons des images, des objets, tout ce que l'on veut. On a un travail extraordinaire à faire. Ce que nous avons fait en miniature avec Fromager, il faudrait que tout le monde s'y mette. C'est-à-dire que, pas nous seulement, pas les plasticiens seulement, mais il faudrait qu'on puisse travailler comme j'ai travaillé avec Édouard Glissant, comme j'ai travaillé avec Placoli, beaucoup avec Placoli, avec Akéen, avec des gens qui critiquaient, qui acceptaient la critique, qui, quand ils te disaient c'est pas bon que tu acceptes, il n'y a pas d'injures, parce que j'ai entendu des injures depuis 67, j'ai entendu des trucs invraisemblables entre nous, et alors qu'on n'était pas parti pour ça. Je vous répète, on nous a dit, tu vas, tu reviens, et les jeunes doivent prendre la relève. Mais il faut transmettre de telle sorte qu'ils comprennent bien. C'est pas parce qu'ils ont fait 4 ans dans une école, c'est pas parce qu'ils ont fait 3 ans, 6 mois de stage, un truc qui sont grands céramistes ou ils sont grands peintres. Non, ça c'est pas vrai. Il faut travailler. Et j'ai dû dire à des jeunes, à un moment donné, je lui ai dit, vous savez, les jeunes, j'ai attendu 75 ans pour avoir une commande. Et depuis 67, je suis là. Vous comprenez? Et quand j'avais l'atelier, il y a un monsieur qui est là, et peut-être ça va le gêner, monsieur Aurore, qui m'a énormément aidé un moment difficile. Et on avait du mal à expliquer aux gens. Je leur dis, mais je ne peux pas venir dans le bureau défendre mon dossier. Votre bureau est climatisé. Quand je laisse mon bureau, les jeunes ne travaillent pas. Vous pouvez vous déplacer, venir, et je travaille. Pendant que je travaille, je peux vous parler. Je vais vous expliquer. Mais je ne vais pas laisser mon entreprise pour venir à m'asseoir dans le couloir, attendre qu'on veut bien me recevoir. Ils ne comprenaient pas, ils ont mal pris ça. Ils m'ont mis une étiquette dans le dos. Mais ce n'est pas pour moi que je faisais ça. Moi, j'ai fait 10 ans d'école de céramique. Vous savez, mon épouse était avec moi dernièrement à Paris. Mes copains, ils me disent, mais Victor, c'est toi qui nous as formés, les jeunes Français. Tu nous as formés en Corse, tu nous as formés dans le Berry. Si on ne t'avait pas rencontré, jamais on aurait fait ça. Mais Champy, c'est un céramiste. Ils vendent des choses invraisemblables. Il est à New York en ce moment. Ils vendent des trucs pour ça. Bernard de Jean, il ne faut même pas penser. Vous comprenez?
qui est ici, un Tunisien, et puis les gars, des Bévières, des gens comme ça. Ils me disaient, si on ne t'avait pas rencontré, ils disaient, mais comment tu peux aimer ça comme ça? Et ils ont fait ça. Et pour bien comprendre, pour répondre à ta question, je ne fuis pas la question, c'est que nous n'avons pas encore bien compris que nous devons chacun faire avec le plus d'honnêteté possible. Le plus d'honnêteté possible ce que nous avons à faire. Ce que m'a appris le Père Mo, je l'appelle le Père Mo, M. Yves Moyer, et je l'appelle comme ça. Le Père Mo me dit, tu sais, Victor, un jour je l'ai vu casser une pièce en sortant du four. Je dis, mais Père Mo, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, tu es pas malade? Mais c'était pas bon. Je dis, mais non, Père Mo, c'est une pièce extraordinaire. Il m'a dit, non, c'était fendu. Il dit, parce que si tu fais ça, si tu vends la pièce fendue, on ne va pas te louper. On va toujours dire, Anissé m'a vendu une pièce fendue. C'est pourquoi je mets en garde des gens qui achètent les peintures qui sont teintes ici. C'est de la teinture naturelle. C'est la teinture dont les Amérindiens se servaient. On n'a pas d'usine d'émail ici. On ne fait pas de l'émail. Et quand je commande de la terre chez Serradel, ce que les céramistes me disent, est-ce qu'ils ont chez eux une boudineuse? Qu'est-ce qu'ils mélangent à la terre qu'ils commandent à Limoges? Pour que ça soit une autre terre. Vous comprenez? Ça, c'est terrible. Il m'a dit, monsieur Barthélemy m'a dit en français, en deuxième année, à Nice, j'étais le seul dans l'amphi. Et le petit antillais au milieu, le petit antillais. À un moment donné, j'ai dit, monsieur Barthélemy, je fais 1m88. Mais c'était gentil, c'est comme ça, il m'appelait un petit Martiniquais. Ouais, c'est comme ça, mais je lui dis, non, je fais 1m88. C'est pas un petit. Mais il m'adorait. Il m'a adoré, ce monsieur. Je ne vais pas vous raconter, mais il a fait des choses extraordinaires pour moi. Eh bien, il me dit, tu sais, on te forme, tu m'entends bien, Anissé, on te forme pour faire briller les autres. C'est pas que pour que tu brilles. Tu m'entends, quand tu es arrivé à l'école, la première chose que tu as demandé à monsieur le directeur, j'étais là. Quand on a analysé ton dossier, je suis entré sur le dossier. Et ils m'ont pas fait passer le concours parce que mon dossier était très bon. Ils m'ont dit, bon, on te prend sur le dossier. Et tu as dit à monsieur Fleury, le directeur, combien d'années qu'il faut faire dans votre école pour avoir un diplôme? Et puis, monsieur le directeur a dit, c'est la première fois que quelqu'un me pose la question. Je dis, non, je veux savoir. Je veux savoir combien d'années. Tu peux rester tout le temps. Il m'a dit, non, je veux savoir en combien d'années je peux avoir un diplôme. Il m'a dit, il manque 4 ans. J'ai dit, bon, je travaille pour 4 ans. Vous comprenez? C'était ça. Et vieux frère, chaque fois, il faut qu'on se voie pour discuter prochain. Non, nous avons encore un boulot monstre à faire. Et Sanson Bertrand nous avait mis en garde. Monsieur Alexandre Bertrand nous avait mis en garde. Travaillez. Vous n'allez pas travailler pour vous. C'est pas vous qui allez profiter de quoi que ce soit. Mais posez des jalons, posez des choses pour que les autres viennent. Parce que Sanson est revenu. Il est resté longtemps, de 12 ans. Après, il est parti au Canada parce qu'il en avait assez. Ouais. Mais, il nous avait dit ça. Et M. Gutmann m'avait dit la même chose. Et mes amis m'a dit la même chose. Donc, on a un travail monstre à faire. Beaucoup. Et maintenant, c'est plus dangereux. C'est terrible la langue française. C'est l'adjectif. Évitez de mettre un adjectif derrière quelque chose. Oui. Non, pas Martin Ken. Vous savez. Et si on continue comme ça, je ne peux rien, je vais vous dire. Si on continue comme ça, on va disparaître, hein, comme une langue. On va disparaître comme une langue. Comme les langues disparaissent. Vous voyez, nous avons un boulot, il faut faire. Il y en a qui ont fait, il y en a qui sur le campus. Quand je suis revenu, c'était tout le temps sur le campus. Mon frère était là-haut, tout ça. Il y a des gens qui travaillent. Si on n'est pas attentif, on disparaît. Il n'y a pas de problème. Madame Cataillé, je crois que vous souhaitiez intervenir. Oui, s'il te plaît.
Ta période, très belle période, en ce qui me concerne, je la retrouve magnifique, cette période de noir et blanc. Je voudrais savoir ce que tu utilisais pour ce noir. Oui, c'est très particulier. À l'époque, en 67, Siapoc naissait à Bassignac, au début Bassignac. Il est tout, je comprends. Et ces gens-là faisaient, et moi, comme je vous ai dit, une formation de physico-chimiste, travaillais aux arts et métiers, en plus de mes études, c'est couru comme ça. Et quand je suis revenu, comme j'habitais le Nord, je passais, c'était la route pour venir à Fouillon, et j'allais travailler à la tracée, avec Madame Pilotin. Je travaillais avec les jeunes qu'on mettait. C'est pourquoi je faisais une comparaison avec l'internat, etc. Et on a fermé, on a détruit, on continue. Et donc, je passais là, et j'allais travailler, et il y avait un jeune et qui m'a pas opéré, et j'allais à l'usine. Et je travaillais avec eux, je faisais des essais. Je faisais des essais qu'on posait un peu partout, on voyait dans quel état. Mais à la fin, on travaillait sur le noir et le blanc. Il fallait la base, et après on allait ajouter des oxydes. Et comme j'ai une formation avec la chimie, et on pèse les émaux, et ils m'exploitaient presque. Et donc je restais avec eux, non, j'étais bien. Et quand ils s'apprêtaient, quand on avait fait des essais, ils jetaient. Mais ils ne savaient pas qu'ils polluaient. Je dis, ne jetez pas. Ne jetez pas. Moi, j'avais déjà appris ça à Fresnay, la pollution, l'environnement. J'avais déjà appris ça chez l'école Fresnay. Je disais, non. Alors, ils prenaient la peinture noire et je le ramenais au gourmand, à l'atelier, et je laissais là. Et ensuite, je prenais les blancs, tous les blancs qu'on voulait, qui avaient un peu de saleté, je ramenais, et à ce moment-là, je me suis servi. Mais pourquoi je servais? Parce que le racisme était le noir et le blanc. Tu vois? À l'époque, Yvette Jagère était devenue la fiancée d'un architecte martiniquais, René Nogar. C'était parmi les premiers dominos à l'époque. Et donc, je supportais pas ça. C'est un peu incroyable. Et on ne connaissait pas. Et jusqu'à maintenant, personne ne sait ce que René Nogar et Yves Diagère apporté à la Martinique dans le domaine de l'artisanat. Les gens ne savent pas. Si la vanille des Monts des Est a tenu, c'est parce qu'ils ont passé des heures, des journées, des mois à refaire tous les modèles et ont interdit que ces gens les nomment. Je dis arrêtez de faire des bouteilles avec un matériau aussi noble. Il faut crier. À ce moment-là, ils ont crié des valises, ils ont crié des soleils, ils ont crié. Mais c'est René Nogar et Vézé cher. Et je ne vous dis pas le reste, tous ils ont apporté. Et les premières maisons qu'ils ont crié. Et ils sont partis parce qu'ils étaient découragés. Ils ont laissé. Et c'est eux qui m'ont marié à Ville d'Avray. Hein? Alors, dernière intervention, remarque. Oui. Victor, dans ton travail plastique, on reconnaît beaucoup la culture amérindienne. Je voulais te demander, dans beaucoup de tes œuvres et dans les fresques que tu nous as montrées, il y a des adornos, ce qui est typiquement arawak, parce que les Caraïbes faisaient moins de poterie et les Taïnos, c'est dans les Grandes Antilles. Donc, pourquoi ce besoin de représenter beaucoup les adornos que tu as eus? Et les adornos, pourquoi? C'est depuis Pinchon. J'avais remarqué que les vases, les premiers vases, les adornos étaient posés sur le bord. Ils étaient sur les angles tout autour, en haut. Mais ce qui avait de symbolique, c'est que c'était toujours le regard vers le ciel, la relation avec le cosmos. Tu vois? Et donc, quand ça faisait pas longtemps qu'ils étaient là, 4000 ans avant Jésus-Christ, donc c'était même le sol, quand les chats ils sont arrivés, ils ont tout cassé, et on a trouvé des morceaux, des vases extraordinaires qu'on a reconstitués au musée, mais la majeure partie des pièces, quoi, surtout dans les collections privées que je connais. Bref, et donc c'était comme ça. Et je me suis dit, comme c'est à l'horizontale, comme c'est pour les petits bonbons cheval, c'est la même chose, il faut les mettre en valeur. Alors je dis, je vais les mettre en relation avec les gens. Et je vais les mettre à la verticale, et ils vont les regarder. Ils vont se regarder, et les gens vont essayer de voyager à travers. C'est belle, hein? Ouais.
Merci. Merci beaucoup, Victor. Merci, vous pouvez l'applaudir. Donc d'ici quelques jours ou au plus quelques semaines, eh bien vous pourrez sur YouTube regarder de nouveau cette très belle intervention de Victor Anisset. Et vraiment merci beaucoup Victor d'avoir accepté cette invitation. Et la prochaine rencontre avec un artiste, ce sera mardi 7 mai. Et l'invité c'est Alain Joséphine. Voilà, donc je vous donne rendez-vous ici même le 7 mai. Bonne soirée et merci d'être venu.